Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Philippe Silverberg qui vient nous parler du festival de films Au contraire. On apprendra à mieux connaître ce festival. Plus tard à l'émission, on aura l'espresso et l'espresso allongé où il sera question de soigner son égocentrisme. Donc Pierre nous amène ce sujet qu'on apprendra aussi à découvrir. En début de deuxième demi, Mike Santoro vient faire son tour et vient nous parler, vient nous donner en fait son idée sur l'importance de faire un budget. Donc tout ça à l'émission Folie douce pour la prochaine heure. On commence en chanson d'abord avec Caïn et la chanson s'intitule Ailleurs ou ici. Bienvenue à Folie douce. On se raconte nos vies comme de vieux amis. On se connaissait à peine, pourtant rien ne sonnait faux. J'aurais passé la nuit à boire tous tes mots, à me la jouer sûre de moi, à te faire mon cinéma. Après le dernier set de l'hommage à beau dommage, la confiance arrosée, je pris mon courage. Sur un paquet de cigarettes, je t'ai écrit mon numéro. Puis le regard plein de promesses, t'es sorti de ma vie. Et depuis que tu me joues dans la tête, je rêve d'un peut-être, je cherche les mots que j'aurais dû te dire. Depuis que t'es dans ma tête, je suis à ta merci, je t'espère encore, ailleurs ou ici. Depuis tous les samedis, je m'accorde à la même table. Je m'imprègne du souvenir et je frôle la démence. Est-ce que tu penses parfois cette nuit en silence? Ou est-ce que tu prends ton pied de me savoir dans les câbles? Mes chums me reconnaissent peu, ils m'appellent même peu. Moi j'écris des tonnes mélos ou d'amour perdu. Depuis déjà un mois, tu ne m'appelles pas. J'ai la confiance un peu soufflate, mais je pense encore à toi. Depuis que tu me joues dans la tête, je rêve d'un peut-être, je cherche les mots que j'aurais dû te dire. Depuis que t'es dans ma tête, je suis à ta merci, je t'espère encore. Et encore, depuis que tu me joues dans la tête, je rêve d'un peut-être, je cherche les mots que j'aurais dû te dire. Depuis que t'es dans ma tête, je suis à ta merci, je t'espère encore, ailleurs ou ici. Ma chemise à carreaux pour un signe de ta vie. Ailleurs ou ici. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est M. Philippe Silverberg. Bonjour, M. Silverberg. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler ensemble de cinéma et pas n'importe quelle sorte de cinéma. C'est un festival assez particulier qui se nomme Festival de films Au contraire. Alors, qu'est-ce que c'est? Présentez-nous donc justement ce festival, ce nouveau festival. Oui, c'est très nouveau. C'était un concept qui a été
né par une charité qui s'appelle Paradis Urbain, qui était fondée en 2010 avec le mandat et la mission de avoir une oasis vert, Oui. un paradis Oui. dans une ville gris. Alors, Paradis Urbain, c'était le nom qu'on a commencé avec. Oui. Et notre mandat, c'était de créer des opportunités pour des adultes qui vivent avec une maladie mentale. Oui. Et on a essayé de trouver des véhicules pour réunir le mandat de les gens qui ont fondé cette charité. Et on a passé à travers de nombreux essais qui étaient beaucoup trop cliniques. Ah oui. Et on a rendu à fonder un centre communautaire qui s'appelle la Maison Up Donald Berman, qui est ouvert en juillet 2010. Qui est où? C'est sur la rue des Caries, près de Jean Talon. D'accord. C'est basé sur un modèle mondial qui s'appelle Clubhouse International. Il y a 350 de ces types d'organismes autour du monde et il n'y avait pas aucun à Montréal, ni à Québec. Il n'y avait rien de ça. Alors, c'était la première rentrée de cette charité dans le monde de la santé mentale. Maintenant, je peux vous dire qu'après 3 ans, nous avons au-dessus de 500 membres. Et pour être membre, c'est gratuit. Et le concept, c'est tout cet centre est opéré par les gens qui ont perdu un talent à cause de leur maladie, mais en une atmosphère communautaire, ils actuellement opèrent tout ça. OK. Et même sont sur notre conseil d'administration. Est-ce que ça s'adresse aux gens du secteur là-bas, du coin des Cailloux, de partout à Montréal, de toute l'île de Montréal? Toute l'île. C'est tout à fait bilingue. C'est actuellement incroyable pour voir. On sépare comme le patient avec la personne. Mm-hmm. On est le seul concept comme ça. On ne fait pas de reportage à aucun docteur, famille, rien. OK. Alors... mais le but ultime, c'est de briser l'isolement, de faire en sorte que les gens fassent quelque chose de productif, c'est ça? Sans jugement. Et de montrer à eux-mêmes que leur vie n'est pas perdue, qu'il y a une façon pour recontacter avec la communauté. Oui. Et donc, pour avoir fondé ça, c'était quoi? C'était des demandes? Des gens voulaient... Vous avez senti qu'il y avait un besoin ou comment? Oui, c'était une inspiration premièrement familiale et aussi une inspiration à cause de un événement de notre vie où on a eu la chance de vendre une entité et ça nous a donné le temps pour consacrer à redonner à les citoyens montréalais quelque chose d'assez important dans ce domaine. Oui. Et surtout de l'humain, un facteur humain, là, c'est important aussi. Là. Alors, comme tous les charités, ça commence avec des donateurs ou des bénévoles impassionnés avec une cause. Alors, nous, comme charité et comme un centre communautaire, pour opérer, il y a besoin d'argent. Et on ne reçoit pas encore d'argent de la gouvernement. On est en train d'être peut-être dans la ligne, mais on ne sait pas où cette ligne va commencer. Alors, pour exister,
il faut avoir des façons créatives pour attirer l'intérêt des donateurs. Oui. Il faut qu'on soit différent aussi un peu. Un peu. Alors, il n'y a rien au monde qui est vraiment différent. Il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose et on fait pas une copie, mais on est inspiré. On s'inspire, exactement. Et à Toronto, il y a un festival de films qui s'appelle Rendezvous with Madness, qui existe depuis 25 ans. Et ces films sont uniquement ciblés à le secteur santé mentale. OK. Et j'ai pris avec le conseil d'administration le chemin de lui rencontrer et elle est devenue notre mentor. Oui. Et avec ça, on a pris un film qui était assez important dans les arts et aussi dans la santé mentale, et parce que mon épouse est très impliquée dans la promouvoir des arts québécois autour du monde, on tient des lignes directes avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mm-hmm. Et on a rentré avec eux pour lui montrer notre idée, et ils étaient énamorés de partager le musée, parce qu'ils font ça depuis 15 ans dans différentes façons avec beaucoup d'autres gens. Différentes causes ou différents... oui, c'est ça. Oui. Ils font déjà ça, sont très impliqués ils sont très socialement. Impliqués. Ils sont actuellement une institution très avant-gardiste au monde dans cette façon. Et ils ont devenu notre partenaire à produire ce festival Au contraire. Oui. Et l'idée de Au contraire, c'est actuellement de montrer que ces gens qui vivent avec une maladie mentale sont pas paresseux, sont pas violents, sont capables, sont tous les mythes qui existent, on veut les démonter. Oui, les anéantir, les... Parce que l'incidence de violence qu'on écoute dans les ondes, oui, sont toujours liées avec peut-être une maladie mentale, mais en grosso modo, si vous prenez des statistiques 1 sur 1, c'est beaucoup plus de gens qui n'ont pas une maladie mentale qui sont violents que des gens avec une maladie. Exact. Alors, ça c'est l'inspiration de notre festival de films. Et qu'est-ce dans les films, comparativement à un festival, on connaît ici le Festival des films du monde ou d'autres, il y a toutes sortes de festivals de films. Le film est toujours intéressant. Comment ça va se passer? C'est sur 3 jours, je crois. Quel genre de films on y retrouve à ce moment-là? Premièrement, les films qu'on va montrer ne sont pas des films tristes, sombres, sont toutes des histoires de quelqu'un ou d'une situation d'une personne qui vit avec une maladie, mais c'est un peu une histoire héroïque de leur passage à travers cette maladie, qu'il n'y a pas aucune... on ne peut pas être guéri de ça, on peut vivre avec ça. Alors les films sont magnifiques. Des films de partout, des films d'ici d'ailleurs? Des films plutôt de Canada, indépendants, avec des différents accents, mais tous dans le même thème. L'idée de le festival aussi, c'était pas simplement d'avoir des projections des films, c'était de réunir les organismes montréalais qui sont plutôt des petits organismes, et aussi la santé mentale est le plus bas sur le terrain de donateurs. C'est encore caché. Effectivement. Alors, nous, on a décidé de partager le festival, notre Charité Paradis Urbain, avec d'autres organismes pour lui donner le clé en main
pour eux-mêmes d'utiliser un film pour avoir une lève de fonds pour leur organisation. Okay. Et on a commencé, on a l'Association schizophrène du Québec, on a le Centre d'accueil St. James et plusieurs d'autres qui ont acheté des blocs de billets et ils vont revendre à leurs supporters pour un événement dans la nuit. Oui, Okay? Intéressant. L'autre chose qu'on a fait, c'est pour cette année, on a pris le date pour terminer le dimanche, la même journée que la marche de la santé mentale à Montréal. Oui. C'est le 5e année. Alors, nous, on a déjà donné, ou prédonné, des billets partagés pro rata à tous les organismes qui sont enregistrés dans cette marche. Okay. Et le dimanche, après la marche, tout le monde va aller à le théâtre et va voir un film gratuit. Oui. De l'autre côté, le festival va commencer dans un jeudi, puis le vendredi, dans le matinée, on a offert un programme pour les jeunes et on a 250 jeunes des écoles partout sur l'île qui va venir voir un film avec un panel après. Oui. Ça, ils sont projetés où, les films? Parce que vous dites que vous êtes associé au Musée des Beaux-Arts, mais les films eux-mêmes sont projetés à quel... le musée. Au musée même, ils ont une salle pour présenter... Il y a un auditorium qui s'appelle Maxwell Cummings Auditorium dans le musée. Dans le musée. Et toutes les projections vont être faites là, sauf celui de dimanche qui va être à le D.B. Clark Auditorium à Concordia, sur la rue de Maisonneuve. Oui. Et les gens qui... On parle bien sûr c'est une première édition. Vous espérez sûrement revenir, faire d'autres éditions, idéalement une fois par année au moins, où on verra où ça va nous mener. Mais c'est une première édition, c'est déjà bien. La première édition, donc, c'est du... 17 octobre. Oui. Terminant le 20. Le 20 octobre 2013. Donc, c'est la première édition qui est là. Les gens qui veulent en savoir plus sur l'organisation, sur le festival, ils peuvent avoir sûrement tous les renseignements aussi à ce site-là. On peut donner l'adresse du site web? Oui, c'est www.acff.ca, au contraire, festival de films. Est-ce qu'ils ont aussi, à partir de là, le lien vers votre organisation, votre centre créatif? Oui, vous allez voir ça sur le site, le lien pour acheter des billets, tous les partenaires principaux, tous les organismes qui participent dans le festival et beaucoup de nos commanditaires. On était vraiment inspirés par Bell, qui tout le monde connaît. Qui appuie bien la cause aussi de la santé mentale. Ils ont pris un espace avec nous. On a des compagnies québécoises en assurance, en pharmaceutique. Donc, vraiment, c'est incroyable l'appui qu'on reçoit. Oui. Merci beaucoup, M. Silverberg, d'avoir été des nôtres. Bonne continuité. C'est un beau projet. Espérons qu'on pourra s'en reparler dans quelques années. Ça peut continuer de progresser. Ça serait vraiment une belle nouvelle. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et bonne continuité. Merci pour m'inviter. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Avec, que ça fait déjà un bon moment que tu savais que c'était pas la peine, que t'es retourné habiter à Paris chez tes parents. J'ai même entendu que tu penses à moi souvent. Et alors? À espérer te croiser n'importe où en l'air ou dans le métro, que j'étais le seul à avoir mis toute ma vie sur pause,
penser à autre chose. Mais une joke, un canular. C'est vrai que c'est utopique le recollage de miroir, que l'on va me ramasser encore sur le trottoir. Et alors j'ai entendu dire que pour toi l'amour c'est bien fini, mais que si c'était à refaire, tu serais jamais parti. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Bien, nous voici rendus à notre bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour, bonjour. Alors Pierre, aujourd'hui, le sujet que tu nous amènes, quel est-il? Soigner son égocentrisme. Ouais. Je vais vous lire quelques passages d'un article sur Internet que j'ai trouvé, écrit par un monsieur qui s'appelle Jean Rochette, qui est psychologue. La question à savoir, est-ce qu'on est égocentrique nous-mêmes? Ben, la question est bonne. Aussi, c'est quoi la différence entre l'égocentrisme et l'égoïsme? Oui, ouais, ça, c'est une grosse nuance. Là. Est-ce que c'est une bonne chose d'être un peu égocentrique? Alors, ce monsieur Rochette nous dit « Beaucoup de gens confondent égocentrisme et égoïsme et pensent souvent à tort que nous vivons actuellement dans une société d'égoïstes qui ne pensent qu'à eux. » Il nous dit « Il est vrai, bien sûr, qu'il y a parfois des égoïstes qui traversent nos vies. Ils sont faciles à reconnaître. Ils ne pensent qu'à eux, réclament tout et n'offrent rien. Et en général, il ne faut pas beaucoup de temps pour qu'on s'en éloigne, car il manque dramatiquement de générosité. » Mais il nous dit qu'il en va tout autrement de l'égocentrique, qui est au contraire souvent très généreux. Généreux de son temps, de ses biens matériels, de sa personne, l'égocentrique n'a, à vrai dire, que peu à voir avec l'égoïste. Et pourtant, il est souvent frustrant, et même profondément frustrant, nous dit-il. Car l'égocentrique ne comprend généralement pas ce que l'on vit. Il donne souvent des choses dont on n'a pas besoin et curieusement nous donne que rarement, alors que réellement ça compterait pour nous. On aurait envie de dire qu'il est égoïste, pourtant force nous est de reconnaître qu'il est en fait très attentif à nous et même souvent très généreux, mais toujours à sa façon. C'est ça le côté de l'égocentrique. Il peut écouter attentivement nos problèmes et les comprend, mais à sa manière. Et il nous trouve ses solutions à lui. Il nous donne ce que lui fait plaisir et comble de malheur. Il compte les tours, mais seulement les siens, de telle sorte qu'il peut avoir l'impression de constamment être en train de nous donner, alors qu'en réalité, c'est souvent l'inverse. Mais Pierre, les êtres humains, on le prend selon nous, puis on donne selon ce qu'on est. Oui, d'accord. Mais il y a des gens qui ne font... En fait, ils donnent, mais toujours en pensant un peu à eux-mêmes. Ils donnent selon ce qu'ils pensent et ils ne sont pas vraiment à l'écoute des autres. Alors, il dit qu'il arrive même que l'égocentrique donne tellement qu'il a l'impression qu'il donne tout et ne reçoit jamais rien. Il se positionne alors comme victime et proclame qu'il vient de découvrir que désormais, il se fera passer avant les autres. En l'écoutant, on tombe sur le cul parce que pour nous, il n'a en fait jamais donné ce qui comptait, c'est-à-dire une compréhension réelle, une présence aimante, un service que l'on a demandé.
Je vais vous donner 2 exemples de personnes qui seraient égocentriques. Je vais vous parler de Marie. Marie a 55 ans. Elle est égocentrique, professionnelle, que M. Rochette nous dit. Elle n'a qu'une fille qui s'appelle Stéphanie et se voit comme une femme qui se préoccupe beaucoup de sa fille. Marie adore les lasagnes. Stéphanie déteste ça. Elle lui a dit des centaines de fois. Pourtant, Marie débarque régulièrement chez sa fille avec un reste de lasagne en lui disant qu'elle a pensé à elle et que ça va lui éviter de faire un souper. Au début, Stéphanie lui disait « Maman, je t'ai déjà dit que je n'aimais pas les lasagnes. » Et Marie répondait en bonne égocentrique « Oui, mais tu vas voir, celles-là sont vraiment exceptionnelles. Je les ai réussies. » Si Stéphanie s'énervait, Marie devenait triste et disait à sa fille « Tu pourrais être reconnaissante. J'ai tellement mis d'amour à les cuisiner. » Ben, Pierre, si on n'appelle pas ça un parent, parce que des fois, les parents, Juste ils n'écoutent pas. Oui, mais il ne faut pas généraliser. Alors, Stéphanie répondait « Oui, mais maman, si tu veux m'aider, fais-moi un rôti. Tu sais que j'adore le rôti. » Et Marie, la mère, à coup sûr, répondait « Mais ce n'est pas bon les rôtis. Je ne te ferai pas ça, voyons. » Et c'était la fin de la discussion. Marie, ici, n'est pas égoïste. Elle ne pense pas qu'à elle. En fait, Marie pense en permanence à Stéphanie. Elle lui offre régulièrement de bonnes choses qu'elle-même aime. Elle lui donne constamment des conseils, des avis, des cadeaux, des visites surprises que par ailleurs Stéphanie déteste. Un jour, Marie est même arrivée chez Stéphanie alors que celle-ci faisait l'amour avec son conjoint. Stéphanie a répondu à la porte en robe de chambre et lui a répété « Maman, ce serait préférable que tu appelles avant de venir. » Il est clair qu'elle dérangeait, mais Marie n'a pas vu ça. Elle a simplement répondu offusquée « Sais-tu seulement combien de mères ne prennent pas le temps de visiter leur fille? » Puis elle s'est assise, elle a raconté en détail tous les problèmes du bureau, puis elle est repartie en disant « T'es chanceuse, ma fille, que ta mère prenne du temps pour venir te voir. » Marie devenait tellement envahissante que Stéphanie a fini par opter pour la solution de l'affirmation systématique à chaque fois que ça ne convenait pas. Ça a été le clash. Marie ne vient plus voir sa fille et dit à tout le monde « Ma fille est tellement égoïste. Elle ne veut même plus me voir alors que je faisais tout pour elle. Aujourd'hui, je vous jure, je me contente de m'occuper de moi. » On va y revenir. On va poursuivre donc un peu plus tard dans l'émission avec ce sujet à se soigner son égocentrisme sur Folie douce. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Mike Santoro vient échanger avec nous sur l'importance de faire un budget. À l'Expresso allongé, on poursuit sur le sujet « Soigner son égocentrisme ». Vous entendrez en chanson « Un souhait » de Georges Péris et « Si triste » de Kamakazi. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. La santé mentale est un vaste monde. Suivez nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus.
C'est avec plaisir que je reçois Mike Santoro. Bonjour Mike. Bonjour. Bonjour. Alors, un habitué de l'émission Folie douce, tu nous amènes plusieurs chroniques. Tu as une bonne expérience au niveau de la santé mentale. J'aimerais ça qu'on fasse un petit rappel sur tes activités, principalement actuellement de conférencier sur donc Histoire de Mike, le projet 80-20. Parle-nous donc un petit peu justement pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Ben, l'histoire de Mike, c'est mon histoire. C'est mon histoire avec la maladie mentale. Ça fait plus que 30 ans que je vis avec ça. Et je la gère très, très bien aujourd'hui. Alors, je fais aussi des conférences partout au Canada et j'utilise le projet 80-20 pour faire ça, qui parle des outils que j'utilise pour être bien, à part des médicaments. Oui. Les conférences, pourquoi des organisations t'invitent? Parce que c'est pas toutes des organisations qui sont en santé mentale. Donc, pourquoi ils t'invitent? Pour plusieurs raisons. Souvent, c'est parce qu'ils veulent donner de l'espoir. Si c'est un lieu de travail, comme exemple, c'est parce qu'ils veulent ouvrir le sujet à leurs employés, puis pour que les gens peuvent en parler ouvertement au travail, puis que ça va faire les gens comprendre un peu mieux c'est quoi la maladie mentale, et aussi d'aider avec les préjugés. Souvent, les gens ont des préjugés, c'est quoi une personne qui a une maladie mentale, puis ça ouvre le sujet. Alors, ça aide les employés à mieux comprendre si quelqu'un est en congé de maladie, puis quand la personne revient, c'est plus facile aussi pour eux. Et c'est de plus en plus présent. Les gens ont intérêt à mieux comprendre, à mieux gérer ça, parce que l'absentéisme au travail dû à la maladie mentale, ça coûte de l'argent beaucoup. Là. Beaucoup. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler aussi au travail, parce que ça, pour un employeur, je pense que ça peut réduire les coûts à long terme. Parce que si les gens se sentent plus à l'aise pour retourner au travail, alors ils vont avoir plus de facilité de réintégrer le marché du travail ou réintégrer dans leur travail. Oui. Justement, donc, tu as l'habitude de parcourir un peu les différents endroits au Canada, au Québec, au Canada. Tu es impliqué beaucoup et tu nous fais le bonheur de venir à notre émission pour pouvoir parler de différents sujets. Et c'est intéressant comment on présente ça parce que ça y va, c'est thématique par thématique, comme ton DVD que tu as produit il y a déjà quelques temps, qui est justement, qui permet de démystifier plusieurs problématiques de santé mentale. Aujourd'hui, tu nous amènes le sujet, un sujet important, même pour tout le monde, mais particulièrement aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui en ont eu même. Donc, c'est de faire un budget. J'aimerais ça évidemment, on entend parler de ça souvent, faire un budget, ça, mais dans quel sens c'est important, à tes yeux, mettons, de faire un budget? Comme vous dites, c'est important pour tout le monde de gérer bien leur argent, mais je trouve aussi pour une personne qui a un problème de santé mentale, c'est même plus important parce que souvent, déjà, souvent, des gens n'ont pas beaucoup d'argent pour commencer. Il y a beaucoup de gens qui sont, comme moi, je l'étais sur le bien-être social, comme exemple, sur l'aide sociale. Et si une personne ne gère pas leur argent comme il faut, ils pensent tout le temps à ça. Comment est-ce que je vais payer ma facture d'électricité? Comment est-ce que je vais payer ma facture de téléphone? Et ça, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup et qui amène beaucoup de stress. Alors, faire un budget, ça peut être quelque chose de très facile. C'est juste de dépenser moins d'argent qui rentre, c'est tout. Oui. Alors, on le fait de la manière qu'on veut. Si je regarde en arrière les dernières 30 ans que j'ai fait des budgets, avec les années, j'ai changé la façon de faire, mais à fin de compte, si je peux dire, la chose la plus importante, c'est de dépenser moins qu'on gagne. Et même si c'est un petit montant d'argent qu'on a, c'est important de respecter ça, parce que si on le respecte pas, souvent les cartes de crédit, les montants augmentent, puis le stress commence, puis ça peut aussi se traduire en rechute. Oui, et les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont un plus petit budget, c'est pas un mythe, là, je pense que ça arrive souvent que les gens ont recours à l'aide sociale, puis c'est assez normal que la personne, quand elle est pas bien, ben, sa seule source de revenu peut être ça, parce qu'elle n'a pas la capacité de travailler. Souvent, ils vont dire, on n'a pas assez d'argent. Donc, est-ce que, d'après toi, on peut quand même gérer? Tu dis oui, on peut gérer, mais c'est pas toujours évident parce qu'il y a des fluctuations, que ce soit le prix du loyer, que ce soit la nourriture, qui n'arrête pas de fluctuer. Donc, ça, c'est un stress aussi parce que si la personne est extrêmement serrée, comment on peut faire? Est-ce qu'il faut réévaluer parce que régulièrement nos dépenses à ce moment-là?
Moi, qu'est-ce que j'ai toujours fait? D'habitude, si on dépense moins qu'on gagne, même si c'est juste, je sais pas, 800, 900 $ par mois, si on dépense moins ça veut dire qu'on a un surplus à chaque mois, même si c'est 5 $, même si c'est 10 $. Alors, à la longue, après un an, si c'est 10 $ de plus qu'on a mis de côté, ce 10 $, c'est 120 $. Mm-hmm. Alors, quand il y a une urgence, on a ce petit quelque chose-là. C'est comme un fonds d'urgence qu'on coussin, a. Un coussin, c'est ça. Exact. Puis, ma mère a toujours dit, c'est pas le montant d'argent qu'on gagne. Parce que si on regarde, si je regarde autour de moi, des fois, je vois des gens qui font des salaires en couple, mettons, de 150 000 $. Puis, ils dépensent plus que qu'est-ce qu'ils gagnent. Alors, c'est pas le montant d'argent qu'on gagne qui est important. C'est qu'est-ce qu'on dépense, puis la façon qu'on dépense. Puis, des fois, il faut juste être conscient de ça. De garder les journaux pour les spéciaux, pour être plus conscient quand on dépense de quoi. Si on achète un café à tous les jours, puis ce café-là, il coûte 2 $, s'il y a 30 jours dans un mois, ça fait 60 $. Oui. Et les gens ne pensent pas de cette façon-là. Est-ce que tu as déjà vu des trucs parce que ce qu'on remarque aussi, il y a beaucoup de personnes seules qui ont des problèmes de santé mentale, ce qui fait qu'ils vont pas pouvoir nécessairement acheter en gros. Ils vont pas acheter, mettons, de la nourriture en gros, ce qui ferait que ça coûterait moins cher, ce qui ferait qu'au bout de la ligne, ils se trouvent à acheter des petites portions qui sont plus chères, mais est-ce qu'il y a des trucs qui existent? Est-ce qu'il y a des groupes, peut-être des groupements qui pourraient donner un coup de main? Aujourd'hui, avec l'Internet puis avec Google, il y a toutes sortes de sites, de groupes qu'on peut se joindre, des cuisines qu'on peut faire avec d'autres gens. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que moi j'ai toujours fait, c'est que quand il y a quelque chose en spécial, puis c'est quelque chose que je vais utiliser dans les prochains 12 mois, mettons, que ça soit du papier de toilette ou du beurre d'arachide ou n'importe quoi qui peut se garder pendant longtemps, au lieu d'acheter un pot, j'en achète 2, 3. Alors, puis les spéciaux, souvent, c'est toujours différent à chaque semaine. Alors, si on fait ça, on a l'habitude de faire ça à chaque semaine, il y a toujours quelque chose de différent qui est en spécial. Que ce soit des fruits aussi. Oui. Si on regarde, si on magasine, puis à chaque semaine, il y a des fruits qui sont différents, qui sont dans le spécial. Mais si on achète tout le temps si on est fixé à acheter des pommes rouges d'une telle marque, mais c'est sûr que si on les achète à tous les semaines, peut-être il y en a une semaine des 52 qui va être en spécial, mais les autres semaines, non. Donc, le truc, c'est de suivre les saisons, d'essayer de justement s'ajuster avec le... S'ajuster, puis suivre les spéciaux aussi. Oui. Et au niveau des autres dépenses, parce qu'on parle de coût de logement, souvent qui représente beaucoup d'argent. Il y a plusieurs chanceux qui réussissent à avoir peut-être une résidence où le coût de leur logement est en fonction de leur revenu. C'est-à-dire que ça dépasse pas souvent genre 25%, ce qui est beaucoup plus intéressant pour la personne. Est-ce qu'il y a une autre façon peut-être de gérer ça ou il faut tenter justement de trouver... Moi, dans mon cas, j'ai resté avant que je me suis marié, j'avais 30 ans. Oui. Puis avant ça, j'avais 12 ans que j'étais seul, si je peux dire, parce que je suis parti de chez nous à 18 ans. Oui. Et juste dans ces 12 ans-là, il y avait juste une année que j'ai resté tout seul. Puis c'était pas facile. C'était pas facile financièrement. Puis c'était pas facile parce que je me sentais tout le temps seul. Alors j'ai toujours chercher de rester avec au moins une autre personne. Puis aussi, ça aide avec le loyer. Si on a un loyer puis on le partage en deux, c'est sûr qu'il faut trouver la bonne personne. Puis j'ai déménagé beaucoup de fois, peut-être 11, 12, 13 fois dans ces années-là. Ouais. Mais quand même, c'est moins cher, on n'a pas le choix. Ça reste tout le temps la même chose. Il faut dépenser moins qu'on gagne. C'est tout. Faut vraiment se poser la question et être honnête avec son budget, puis de pas en faire une maladie une fois qu'on a fait je me dis, c'est juste de le suivre. Mais qu'est-ce qui t'a amené à comprendre que le budget, c'est important sur la santé mentale? Tu sais que... Ben, c'est parce que j'ai compris que quand le budget était hors de contrôle, quand je dépensais plus que je gagnais, ça m'emmenait un stress que vraiment j'en avais pas besoin. Mm-hmm. Puis ça, c'était un autre stress en plus de tous les autres stress que déjà j'avais à composer avec. Oui. Est-ce que tu crois aussi que le côté monétaire, parce qu'on parle de budget, on parle aussi de le côté monétaire, est-ce que c'est trop demandé des fois de demander de l'aide financière à ses proches? Tu sais, dans une situation, au lieu que la personne angoisse puis soit dans une situation vulnérable puis qui pourrait
causer justement une rechute. Est-ce que faut peut-être des fois demander carrément aux gens de nous aider temporairement puis on pourrait rembourser? Est-ce que c'est une bonne idée aussi? Je peux vous donner mon opinion là-dessus. Puis je peux vous dire qu'est-ce que ma famille a fait pour moi. Ma famille m'a toujours donné une canne à pêche puis pas le poisson. Si je peux dire ça. Ça veut dire que ils m'ont pas nécessairement donné de l'aide financière parce que s'ils l'ont fait, peut-être ça m'aurait pas donné le goût de continuer à avancer dans mes finances, si je peux dire. Alors, puis si il y a quelqu'un dans la famille qui me donnerait tout le temps 200, 300 $ par mois, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça me fait pour moi? Est-ce que ça va m'encourager de trouver un emploi, peut-être, d'essayer d'être... Puis aussi, mentalement, s'il y a quelqu'un qui me donne de l'argent, je me sens pas bien moi-même. Mais si je suis capable de gérer mon propre budget, même si je suis sur l'aide sociale... t'as une forme d'indépendance, en fait. Dépendance, puis aussi, je me sens mieux. Je me sens que j'ai le pouvoir. C'est moi qui ai le pouvoir, pas quelqu'un d'autre qui me donne l'argent. Puis ça me ferait sentir moins d'une personne plus... je sais pas, c'est quelque chose de... qui est important pour moi. C'est important pour moi d'être... autonome. Autonome, financièrement aussi. J'aimerais qu'on rappelle, Mike, c'est un sujet intéressant, j'aimerais qu'on rappelle les coordonnées où on peut avoir plus de renseignements sur ce que tu fais, sur le DVD, sur tes conférences, sur, si on veut, peu importe, avoir un peu ton histoire. Le site, c'est histoiredemike.com. Oui. Histoire singulier de Mike.com. Excellent. Merci beaucoup pour ta présence encore une fois en studio. C'était fort intéressant de t'avoir avec nous cette semaine et on te réinvite une prochaine fois aussi pour parler de d'autres excellents sujets pour démystifier la santé mentale. Merci. Merci. À bientôt. Une pierre qui ricoche sur l'eau, le bon numéro, ce qu'il faut pour un souhait. Qui peut tout changer, une chance qu'on a provoquée, un ange invoqué, ce qu'on peut pour un souhait. Quand on veut changer, c'est un élan qui vient du vent, un sentiment, un battement, un mouvement du cœur. Je lance un souhait en l'air, dans l'univers. J'ai envie que la vie reste bien sur terre, faire voler la poussière, une nouvelle ère, une nouvelle vie. Des mots qui sait faire écho, qui retrace le trait de la destinée, ce qu'il faut pour renoncer, passage obligé, oublié pour un souhait. Les pas du passé, c'est un élan qui vient du vent, un sentiment, un battement, un mouvement du cœur. Je lance un souhait en l'air, dans l'univers. J'ai envie que la vie reste bien sur terre, faire voler la poussière, une nouvelle ère, une nouvelle vie. C'est un élan qui vient du vent, un sentiment, un battement, un mouvement du cœur. Je lance un souhait en l'air, dans l'univers. J'ai envie que la vie reste bien sur terre, faire voler la poussière, une nouvelle ère,
Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604. Le 514-990-9604. Nous poursuivons au micro avec Pierre Laporte, toujours ici présent, ainsi que Ghislain Malo. Oui, de retour. Oui, alors on parle, Pierre, on t'a amorcé le sujet, soigner son égocentrisme. Tu as d'autres détails à nous donner. Oui, en fait, je vous lis quelques passages d'un article Internet écrit par M. Jean Rochette, qui est psychologue et qui nous parle de l'égocentrisme et qui nous fait la différence entre l'égocentrisme et l'égoïsme. Et l'égoïsme. M. Rochette nous dit « L'autre jour, j'ai proposé un statut sur Facebook et il dit « Je ne m'attendais pas à trouver autant de mentions j'aime. » Tu sais, les mentions I like ou je sais pas. Ouais. Alors, il a écrit ceci. « Un des problèmes majeurs de la société actuelle est à mon avis qu'elle génère de plus en plus d'égocentriques. Le résultat est un manque dramatique d'empathie, une absence d'écoute et la disparition de la réelle bienveillance envers les autres. Et comme l'égocentrique n'est pas égoïste, il est incapable du coup de s'apercevoir de cela puisque pour lui, il est généreux et avenant. Mais comme il n'a pas écouté vraiment l'autre, il n'a pas entendu ses vrais besoins. Il construit autour de lui un univers de solitude partagée. » Il dit « J'ai été surpris de la popularité de ce que j'avais écrit. J'ai été surpris aussi du nombre de commentaires que cela générait. Et j'ai pensé que j'avais touché un point sensible. » Moi, j'ai juste une petite nuance. Ça peut tout nous arriver avec quelqu'un qui veut être bien aidant, mais on se trompe. Ben, je pense que ça nous arrive à tous d'être un peu égocentrique. Des fois, on veut bien faire, mais c'est sûr, on juge les choses d'après... Parce qu'on a une personnalité propre, puis des fois, on se trompe. On veut pas mal faire, mais on se trompe. Là. Mais je pense qu'il faut toujours faire l'effort de regarder la personne, qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin. En tout cas, M. Rochette continue en disant, le seul problème, c'est que cette phrase nous amène à l'extérieur de nous. Il avait dit, ici, les égocentriques, ce sont les autres. Et tous avons probablement souffert un jour ou l'autre d'un individu égocentrique qui ne nous comprenait pas. Il dit, sauf qu'on ne peut pas changer l'autre. On ne peut que l'accepter, lui mettre des limites, le fuir, mais on ne peut pas la changer. Et il y a de fortes chances pour que, si cela nous dérange autant, l'on soit nous aussi, à l'occasion, plutôt égocentrique, comme tu viens de le dire. Oui. À la recherche maintenant de son propre égocentrisme. M. Rochette poursuit en disant « Ce qu'il faut donc faire, c'est de partir en soi à la recherche de l'égocentrique que nous sommes forcément au moins un peu. C'est le débusquer, identifier ce qui est à la source de ça et travailler à le modifier. Car c'est un fait, le seul moyen de débarrasser la planète des égocentriques, c'est de la débarrasser de moi-même en tant qu'égocentrique. Pour les autres, je ne peux rien. » Mais cela me répugne d'avoir à considérer mon égocentrisme, car cela va à l'encontre de l'image généreuse que j'ai de moi. Pourtant, c'est à cette seule condition que je ferai une différence. Mais suis-je vraiment égocentrique? Il nous donne 5 points pour savoir si on est égocentrique. Prenez des notes. Il dit, premièrement, je suis égocentrique à chaque fois que je porte un jugement sur quelqu'un parce que ce jugement ne peut être fait qu'à partir de moi puisque je ne suis pas dans ses souliers. Mais est-ce que des fois, c'est pas salutaire d'en faire, parce qu'on va toujours en faire d'un jugement. On a une opinion sur quelque chose, par exemple. Oui, possiblement. Deuxième point, il nous dit « Je suis égocentrique à chaque fois que je pense comprendre quelqu'un et qu'il me répond que je n'ai pas compris. Parce que le seul à savoir s'il a été compris est bien celui qui s'explique. Et quand bien même je penserais très fort que je l'ai compris, s'il ne l'a pas senti, c'est forcément qu'il a raison. » Troisième point, je suis égocentrique à chaque fois qu'une phrase commençant par « moi à ta place » me brûle les lèvres parce que je ne suis pas à la place de l'autre et que mes solutions peuvent n'avoir rien à faire avec les siennes. Quatrième point, il dit « Je suis égocentrique à chaque fois que je suis dans des besoins criants. »
parce que je n'ai pas encore la disponibilité d'écouter vraiment l'autre. Je n'ai pas non plus la patience requise pour le comprendre vraiment pour lui-même. Et 5e point, il nous dit « Je suis égocentrique à chaque fois que je fais quelque chose pour quelqu'un qui ne part pas de ses besoins à lui, mais de ceux que je crois qu'il a. Il nous dit « Il y a probablement des égocentriques professionnels qui sont incapables de voir autrement qu'avec leurs propres valeurs et leurs propres préoccupations, et peut-être ai-je cette tendance. Mais tant que j'ai à cœur de vraiment comprendre l'autre pour ce qu'il est, là, il y a de l'espoir. » Mais parce que des fois, un égocentrique, c'est dur de comprendre une autre personne. Des fois, ça demande un effort. Mais des fois, on n'aiderait pas personne parce qu'on ne peut pas l'aider. Oui, là, c'est ça. Il n'y aurait pas d'aide non plus. C'est ça. On n'est pas parfait, mais je pense que l'important, c'est au moins d'essayer. Il nous dit en conclusion, nous vivons dans un univers de plus en plus technologique où nous sommes de plus en plus isolés malgré cette impression de proximité que la technologie nous donne. Il nous dit un like, comme je disais tantôt, sur un statut Facebook, un encouragement sur le net, ça ne remplacera jamais les bras, les jambes et les cœurs de la véritable présence à l'autre. Nous sommes des êtres en besoin, nous sommes des êtres de relations de plus en plus isolés dans nos vies et nos besoins sont criants. Merci beaucoup, Pierre. Beau sujet. Donc, soigner son égocentrisme. Merci beaucoup pour ce sujet cette semaine. Merci, Ghislain, de ta participation. Merci. Je mène une vie de bohème, à monter et descendre la veine, jusqu'à même dire un jour, ma passion c'est mon gagne-pain. Quand je suis au pied du mur, et le poids devient trop lourd, je me dis si je tiens le coup, je couronnerai enfin ce jour. Mes yeux vers le ciel, je redoute parfois de cette flamme si brûlante, de ces îles était une fois. Est-ce que c'est si utile qu'un prince devienne roi? Pour autant, je suis si triste que je peux pas m'arrêter de sourire. Je bats la déprime, je la somme à grands coups de fou rire. Je me bats toujours dans le temps, au point de fondre en larmes. J'essaie de me prendre
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. En terminant cette émission de Folie douce, Ghislain Malo ici présent, ainsi que Pierre Laporte, choix musical comme à l'habitude, chaque semaine. On écoutait en début d'émission Ailleurs ou ici. De Cain. On a écouté également Mais alors. De Marc Derry. Oui, on a eu l'occasion d'écouter en deuxième demi Un souhait. Oui, j'espère que je vais l'avoir comme il faut. La personne s'appelle Georges Péris. Oui, et à l'instant, on a écouté Si triste. Oui, de Kamataki. C'est ça? Kamakazi. Ah, quasi. Je m'en excuse au groupe que j'ai fait cette petite erreur-là. D'accord, ben merci pour votre choix musical. Merci à Pierre également à la mise en onde. Salut Yvan. Merci toujours pour tes blocs intéressants. Cette fois-ci, il était question donc de soigner son égocentrisme, qu'on a appelé, on a appris que c'était pas la même chose que l'égoïsme. C'est pas pareil, puis ça se peut qu'on le soit tous un peu. Ça se peut qu'on le soit un peu, dans ton top 5, on pouvait peut-être se reconnaître à certains égards. Donc, merci pour ce beau sujet. Je remercie notre invité en début d'émission, qui est Philippe Silverberg, qui nous a parlé du festival de films Au contraire. On a eu au début de deuxième demi, notre collaborateur Mike Santoro, qui nous a parlé de l'importance de faire un budget. Tout ça à l'émission Folie douce, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine, Ghislain. Merci. Bonne semaine, Pierre. Salut. À la prochaine, tout le monde. Au revoir. Bop